soyez là, attention. Mettez-vous là. Antoine. Mais mais tu peux saluer, bien sûr. Alors, on va poursuivre le débat sur l'entreprise responsable à l'heure des comptes en rentrant un peu dans le dur, je puis dire aussi, du sujet de la finance, puisque nous avons évidemment voulu regarder le sujet aujourd'hui dans toute sa dimension économique. Alors, on a vu un peu le rôle de l'industriel, de l'industrie, le rôle des entreprises, comment le président de l'Institut de l'entreprise voit le sujet, une vraie évolution quand même du monde de l'entreprise par rapport à la vision traditionnelle. La question est de savoir est-ce que la finance évolue au même rythme et quelles actions peuvent être entreprises pour finalement accélérer cette transition. Alors, je représente nos invités pour ceux qui ne l'auraient pas entendu tout à l'heure. Donc, Cécile Cabanis, vous êtes directrice générale adjointe de Tikeo Capital. Vous êtes l'ancienne numéro 2 du groupe Danone aussi. Donc, vous connaissez bien ces sujets. Vous avez travaillé avec Emmanuel Faber, qu'on citait tout à l'heure. Et Antoine Cyr, à ma gauche, qui est le responsable de l'engagement d'entreprise et membre du comité exécutif de BNP Paribas. C'est vous qui parlez à l'œil des ONG parfois, à l'oreille, pardon, des ONG de temps en temps. Et vous avez été, pardon, à l'œil. Vous êtes dans l'œil des ONG, ça peut arriver aussi. Et je pense qu'il sera important de vous écouter tout à l'heure. Peut-être pour commencer avec vous, Cécile Cabanis, sur le rôle de la finance et notamment pour transformer réellement l'économie. Parce que moi, j'entends souvent parler, on dirait la finance verte, mais ce n'est pas la finance qui doit être verte, c'est l'économie. En fait, c'est ce que la finance finance l'économie. Donc, comment est-ce que vous voyez les évolutions ? L'année dernière, on avait intitulé le forum « No more blablabla ». Et là, cette année, je ne vais pas le chanter, la chanson de Dalida, mais on a l'impression que c'est un peu parole, 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 et que l'ESG, tel qu'on l'avait défini dans sa pureté originelle, a connu quand même plutôt une forme de remise en cause, que ce soit aux États-Unis, que ce soit aussi en Europe. Ce qu'on appelle l'ESG n'en est pas forcément. Est-ce que vous pourriez un peu vous qui regardez ça de très près, nous remettre un petit peu l'église au milieu du village, si j'ose dire. Sacré challenge. Peut-être quelques mots sur l'ESG et comment nous on le prend et où sont les contraintes. Parce que je pense que tant qu'on n'a pas acté quelles sont les contraintes, on ne va pas arriver à changer le mode de travail pour y aller franchement et à la bonne vitesse. Donc les contraintes pour une entreprise, elles sont, et pour tout le monde en particulier, c'est la tragédie des horizons de temps. C'est-à-dire que tout le monde travaille sur un temps court, une promotion, un poste, un budget, c'est 1 an. Au maximum, vous allez faire un plan stratégique sur 3 ans pour allouer vos ressources. Mais donc, dès qu'on part de ce principe-là, en fait, tout ce qui va entraîner les investissements pour la transformation, qui est beaucoup plus longue que ça avant de générer de la valeur, va être considéré comme un coût. Et forcément, il va y avoir des contraintes assez majeures. La deuxième chose, c'est qu'on appartient tous à une partie d'une chaîne de valeur, et notamment les entreprises. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de sujets qui ne se passent pas tellement une fois que vous avez réglé votre efficacité énergétique de vos usines, de vos bâtiments. Il y a un gros sujet qui va être le scope amont et le scope aval, qui sont des scopes où vous n'avez ni le contrôle, que vous ne consolidez pas. Et donc, c'est arriver à changer l'état d'esprit pour se dire ça, on ne pourra pas y aller de façon individuelle parce que je n'ai pas envie de travailler pour mes concurrents, parce que finalement, c'est de la valeur qui sera faite par quelqu'un d'autre. Mais vraiment créer le bon collectif qui aligne les intérêts et qui permet de faire bouger les filières. C'est-à-dire de changer l'ensemble d'une chaîne de valeur. Voilà, absolument. Et aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de renouvelables, mais quand on regarde l'agenda à 2030, en fait, ce qui compte, c'est de transitionner avec des solutions qui existent. L'argent est là, mais on n'arrive pas à réunir l'ensemble pour créer des solutions qui vont permettre d'accélérer. Et donc, c'est là que la finance, elle a un rôle intéressant à jouer et important, c'est que la finance, elle est agnostique sur la chaîne de valeur. Donc, en fait, elle est par là même capable d'aligner des intérêts. Et sur l'horizon de temps,
Si vous créez aujourd'hui un outil, comme on l'a fait sur la transition énergétique, qui dit c'est un fonds fermé qui va durer 10 ans, ce qui était un coût va devenir un investissement avec de la valeur au bout. Tout à l'heure, vous mentionnez le profit versus l'impact. Ça, il faut le tuer. Il faut le tuer parce que si c'est le profit versus l'impact, ça veut dire qu'on sera toujours en incrémental avec des philanthropes, etc. Et on a besoin des deux. En fait, c'est le. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit systémique et le non plus fameux seulement en même une temps, opposition entre les bons et les mauvais. Vous ne pouvez pas être durable si vous n'êtes pas profitable parce que vous ne pouvez pas investir. Et vice-versa, votre business va s'arrêter un jour si vous n'êtes pas durable. Mais comment on organise les choses pour que ce soit vraiment le cas? Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de dialogue de sourds. Les entreprises disent qu'elles avancent, effectivement. Les banques, on va y revenir, disent qu'elles font de leur mieux. Mais elles ne peuvent pas aller plus vite que ne le font leurs clients, les entreprises. Donc il y a un jeu, évidemment, de dialogue. Comment, à votre niveau, et on peut lancer le débat, je crois que c'est vraiment ça le débat, comment est-ce qu'on peut changer aujourd'hui pour que ce soit dans une logique d'efficacité globale? Moi, déjà, je considère qu'on est tous un peu partis. Déjà, c'est une nouvelle matière pour tout le monde. Les données ne sont pas là, la mesure est compliquée. Mais on est tous un peu partis en disant on va rajouter l'ESG. Donc, les gens ont créé des directions ESG, des personnes dites expertes. Mais comme c'était nouveau pour tout le monde, on est tous en train d'apprendre en marchant. Et en fait, la réalité, c'est que l'ESG, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une matière. C'est juste de dire il faut qu'on regarde la performance différemment. C'est-à-dire que jusque-là, on regardait son compte d'exploitation et son bilan. Et demain, on va regarder d'autres indicateurs qui peuvent se traduire en euros parce qu'ils préviennent de risques ou ils créent des opportunités. Donc, à la fin, c'est aussi du bon sens. Sauf que les datas ne sont pas là, les mesures sont compliquées. Mais la seule façon de le faire à l'échelle et au bon rythme, c'est de modifier les comportements. Et on sait que le change, c'est ce qu'il y a de plus dur. Il faut le mettre dans les process d'allocation de ressources, il faut le mettre dans le mode opératoire de chacun. Donc c'est une transformation complète et profonde du métier de la finance. Peut-être, alors on va donner la parole tout de suite à Antoine pour continuer le débat, puis on poursuit. Antoine Cyr, les banques sont en première ligne, et BNP Paribas, comme c'est une très grande banque, évidemment, est particulièrement regardée. Comment vous, alors je ne vais pas revenir sur le sujet, les ONG qui vous font un procès, le sujet du devoir de vigilance, ça c'est connu, mais comment vous allez répondre de façon systémique, non seulement aux critiques, mais d'apporter des solutions aux problèmes de sortie du charbon, du pétrole, le plus vite possible? Merci Philippe. Alors d'abord peut-être, tout à l'heure Cécile a parlé du temps, de la notion du temps, et donc il y a une certaine notion de temps qui n'est ni les calendes grecques, ni demain matin. Par exemple, en 2017, alors que Cécile était chez Danone, les équipes de BNP Paribas avaient ou à moins que ce soit l'inverse, enfin bon, les équipes de Danone et les équipes de BNP Paribas avaient mis au point ensemble un des premiers crédits à impact positif, qui était un des tout premiers crédits du monde de la finance. Ça a été un point de départ en matière de finance durable, un des tout premiers crédits dont le taux était indexé sur l'atteinte d'objectifs environnementaux et sociaux précis et validés par des tiers. Bon, et donc, je constate que l'année où on a créé ensemble ce crédit, dans le monde, il y en avait zéro, puisque ça n'existait pas, et qu'en 2022, BNP Paribas a pris l'engagement d'avoir 150 milliards d'euros de crédits de ce type en portefeuille en 2030. Donc, ça montre bien que les choses naissent, progressent et à un moment prennent en masse. C'est vrai, mais à l'échelle de la taille de votre bilan, je ne dirais pas que c'est une goutte d'eau, mais ce n'est pas encore un changement complet. Ce n'est pas un changement complet, mais 150 milliards d'euros, ça reste quand même... Voilà, c'était déjà un montant important. Ensuite, on a, je crois, vraiment plusieurs façons d'opérer. D'abord, la première chose, et les ONG qui font leur travail, finalement, ne manquent pas de nous rappeler que nous devons le faire, nous prenons un certain nombre d'engagements. Par exemple, en janvier dernier, on a pris l'engagement de diviser par 5 à 2030 nos financements de l'exploration-production pétrolière, de réduire fortement le gaz. Il y a quelques années, on a pris l'engagement de sortir complètement de la chaîne de valeur du charbon thermique. Et c'est intéressant parce
parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a pris des engagements, on les a respectés à la lettre. Et donc, quand on prend des engagements, on est aussi concrètement en train de prendre les décisions réelles dans nos process qui font qu'on est certain d'atteindre ces engagements. Ensuite, il y a une deuxième chose, qui est qu'une banque, ça finance toute l'économie. Donc on ne peut pas s'intéresser uniquement au secteur de l'énergie, qui représente autour de 4% de notre boucle de crédit. Et donc on s'intéresse à l'ensemble de l'économie et on a des objectifs de décarbonation de l'ensemble de l'économie. Et on a créé des équipes de modélisation qui, à mesure qu'on va se fixer des objectifs pour chacun des secteurs concernés, vont nous aider à prendre les décisions qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc l'année dernière, on a déjà traité, on a défini les objectifs pour 3 secteurs, qui étaient la production d'électricité, le pétrole et gaz et l'automobile. Et dans quelques jours, on va annoncer 3 secteurs nouveaux qui sont l'acier, le ciment, l'aluminium, évidemment des secteurs qui comptent énormément pour les émissions. Et puis, il y a une troisième dimension qui n'est appréhendable ni par un engagement presque juridique, ni par une cible de baisse des émissions, qui est la transformation de l'entreprise et le développement. Et là, par exemple, chez BNP Paribas, on a un objectif de 200 milliards d'euros de financement de la transition écologique à 2030. On est depuis, en 2022, leader mondial des green bonds, on l'est encore depuis le début de 2023, et donc on voit que c'est une mise en mouvement de toute l'entreprise. La mise en mouvement de toute l'entreprise, c'est quoi? C'est des formations. Ça fait des années que tous nos grands comptes ont des formations obligatoires sur la transition écologique. On a créé maintenant une Sustainability Academy et déjà en France aujourd'hui, tous les enseignements sont obligatoires pour tous les collaborateurs. C'est la mise en réseau de tous les experts. On a 600 experts à travers le groupe qu'on a mis en réseau pour avoir les meilleures pratiques sur la sustainability. C'est toutes les infrastructures de data, c'est tout ce qui nous permet d'avoir réellement la base qui nous permet de travailler. Alors, peut-être pour prolonger le débat et redonner la parole à Cécile Cabanis avant d'écouter le commentaire de Pierre-André de Chalandard, vous n'êtes pas du côté du crédit, vous avez lancé des fonds, vous avez un deuxième fonds dit de décarbonation, je déteste ce mot, mais qui dit ce qu'il veut dire. Vous faites également un fonds sur l'agriculture régénérative, donc vous êtes impliqué là-dedans, Tikeo Capital. Comment est-ce que vous abordez le sujet? Vous avez entendu Est-ce qu'on va encore pouvoir financer, en gros, demain, certaines entreprises, ou alors que certaines entreprises vont être exclues parce qu'elles n'auront pas fait, et c'est la question peut-être sur laquelle je voudrais entendre aussi après Pierre-André de Chalandard, parce qu'elles n'auront pas fait, j'ose dire, leur homeworks climatique et ou ESG? Alors, nous, on a une politique d'exclusion, mais moi, ce qui me gêne avec le noir et blanc, c'est qu'en fait, il n'y a pas des gentils et des méchants. Donc des méchants qu'il faudrait plus accompagner dans la transition, et puis les bons élèves qu'il faut accompagner. Je pense pour donner des mots, par exemple Total, qui est sous l'œil des projecteurs. Non, mais on a tous participé au système qui s'est créé, donc on peut faire un write-off de tous nos actifs, mais ça va pas être tellement la solution. Donc effectivement, il y a une transition à faire pour tout le monde. Et pour ça, il faut s'assurer qu'on met bien, de façon coordonnée, l'argent, les initiatives et les innovations. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on est. C'est, en tant que finance, qu'est-ce qu'on peut rajouter à la boîte à outils pour assurer qu'il y a un alignement d'intérêts et cette capacité à mettre à l'échelle. Parce que tant que chacun le fera de façon individuelle, et notamment pour les scopes amont et aval, on n'ira pas au bon rythme. Aujourd'hui, c'est de l'incrémental, et même si on a tous pris, et à l'époque, en 2017, Danone, des objectifs et on les a communiqués, il y a une nécessité maintenant d'accélérer si on veut les atteindre. Et on ne peut pas accélérer juste en faisant la même chose qu'on a toujours fait, mais en rajoutant un petit peu. Donc moi, je pense qu'il y a des boîtes à outils dans les entreprises, et la finance est capable de faire naître des solutions qui permettent de rassembler sur des chaînes de valeur et d'aller plus à l'échelle. Donc nous, c'est ce qu'on fait effectivement avec nos fonds de private equity. Et par rapport à la question de tout à l'heure sur ESG Ratchet, etc., donc nous, on a fait des fonds aussi impact, mais notre prochain fonds de dette privée,
il aura intrinsèquement un objectif de décarbonation. Donc on est vraiment là en intégration totale sur les deux sujets, les objectifs financiers et extra-financiers. Alors, m'intéresse peut-être d'avoir vos remarques, Pierre-Henri Chalandard, sur ce que vous sentez en gros que l'entreprise aujourd'hui, là, la finance quand même, qui lui met l'épée dans le dos. Oui, moi je crois que si vous voulez, l'ensemble des entreprises est parti. En fait, ça va très vite. Regardez la transformation d'une banque, comme l'a montré Antoine Cyr, ils sont partis. Toute l'entreprise est en mouvement. Et dans les entreprises industrielles, ça fait un moment. Nous, ça fait un moment qu'on travaille sur ces sujets-là. Alors, pour Saint-Gobain, c'est notre business model, hein, la rénovation énergétique et donc la contribution positive. Donc, je pense qu'on est parti. Et je suis plus optimiste que ce que vient de dire Cécile sur le Scope 3. Non, mais sur le Scope 3, ce qu'il faut accélérer, c'est que l'accélération, elle a lieu. Et pourquoi elle a lieu? Parce que si je prends les grandes entreprises industrielles, nous, aujourd'hui, on travaille encore beaucoup plus sur notre scope 3, pour rentrer dans la technique, c'est-à-dire sur ce que font nos fournisseurs, nos clients, que sur ce qu'on fait nous-mêmes. On fait les deux. Et le scope 3 de Saint-Gobain, c'est le scope 1 ou 2 de beaucoup d'entreprises. Et donc, par ce biais indirect, je pense que l'ensemble des entreprises industrielles sont parties. Voilà. Alors après, il y a quelque chose... Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des chaînes de valeur sont concernées aujourd'hui. Je crois. Vous êtes très optimiste. Alors, à l'inverse, il y a quelque chose qui m'inquiète et qui me préoccupe. Et je reviens, et ça va m'inquiéter si les banques vont dans cette direction. Hein, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est la réglementation qui peut faire des grosses bêtises. Hein. Par exemple, si on dit aux banques, si la BCE dit aux banques, je dis les banques parce que les actionnaires, en général, mais alors il y en a qui veulent être dans le fond, noter ceci ou cela, mais il y en a d'autres qui... Mais les banques, si on leur dit vous n'avez plus le droit de financer tel ou tel secteur, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que la bonne solution, c'est de ne financer que des gens qui sont verts? C'est assez facile, hein, l'exclusion. Est-ce que si on veut faire la transition, c'est pas de donner le plus d'argent à ceux qui sont en train de faire des efforts alors qu'ils partent d'un point de départ qui est difficile? Je vois que vous touchez du doigt le voilà. grand sujet. Ce sujet. On va laisser Antoine en dire un mot d'ailleurs. Le sujet de la mesure, il est majeur. Donc j'espère que les banques vont pouvoir rester intelligentes et qu'elles ne vont pas être obligées par les régulateurs ou des ONG de faire des choses qui seraient des bêtises. Oui, je vais vous donner un exemple aussi. Je prends une entreprise industrielle. Bon, nous, Saint-Gobain, on est assez je veux dire, illustratif, puisqu'on émet pas mal de CO2. Moi, je ne saurais jamais faire du verre sans énergie, je pourrais la décarboner, mais aujourd'hui, on émet pas mal de CO2. On se décarbone, on va utiliser de l'énergie décarbonée. Mais les produits de Saint-Gobain, une fois qu'ils sont installés, ils remboursent l'énergie qu'il a fallu en 3 mois en moyenne. Sur leur durée de vie, c'est 100 à 100 fois. Et donc, on pourrait dire... et ça, on ne le mesure pas. Moi, j'essaye de le mesurer, ce n'est pas pris en compte. Vous êtes l'expression même, ce qu'on appelle la double matérialité, c'est-à-dire quel impact vous avez sur la planète et quel impact la planète a sur vous. Si on s'intéresse c'est ça le débat. Oui, mais si on s'intéresse uniquement à mes émissions, et j'y travaille ces émissions, eh ben qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, je peux dire, cette activité-là, elle émet trop de CO2, donc je la vends. Je connais des entreprises qui ont des centrales à charbon, elles vont dire je vends mes centrales à charbon, je ne fais plus que du renouvelable. Et ça va régler le problème pour elles. Ça, c'est si la réglementation, parce que sinon, si elles disent sinon la BNP ne me finance plus, par exemple, dans 5 ans, si la BCE met en place de façon trop arbitraire les sujets sur lesquels elle travaille. On n'a pas invité Christine Lagarde, ça sera pour l'année prochaine. Attention, moi, ce qui me fait peur, c'est l'intervention des régulateurs. Bien noté. Alors, peut-être un point de réponse d'Antoine sur... la question de l'exclusion et ce mot transitionner, c'est-à-dire comment on accompagne le plus vite possible. Vous avez parlé de 2030. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus quand même sur le cheminement que vous allez prendre pour... est-ce que vous pourriez toujours financer Total ou est-ce que vous allez flécher votre argent plutôt vers certaines activités de Total? Par exemple, déjà pour commencer, sur des clients énergéticiens, en gros, on identifie 3 catégories de clients énergéticiens. Il y a les clients qui sont en avance
sur leur feuille de route de transition. Donc ça, c'est le cas le plus facile, parce qu'effectivement, plus on les finance, plus on décarbone notre portefeuille. Et puis, il y a les clients dont on sait qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne pourront pas réellement faire la transition. Et cela, il va falloir... Ça ne sera plus des clients. Non, c'est déjà, par exemple, dans la chaîne de valeur du charbon thermique, c'est ce qui s'est produit avec une part importante d'entre eux, et c'est ce qui se produit avec une certaine part d'entre eux aussi dans l'activité pétro-gazière. Et puis, il y a au milieu de cela tous les acteurs qui sont en train de transitionner et sur lesquels, en effet, nous essayons d'avoir une influence pour qu'ils transitionnent plus vite. Le moyen, effectivement, le plus simple étant d'avoir la possibilité de ne financer que leurs activités de transition, mais il faut faire attention, c'est un ensemble, et il faut donner le temps, parce que, comme le disait Monsieur de Chalandard, il y a un temps de l'industrie, et ce temps de l'industrie, il faut savoir en tenir compte. Et je pense que finalement, la raison pour laquelle les banques, et là je ne parle pas des gestionnaires d'actifs, je parle des banques qui font du crédit. Les gestionnaires d'actifs jouent un rôle très important, mais il y a un rôle spécifique des banques qui est que la banque, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'elle fait du crédit, est un animal assez long-termiste. Et comme elle est un animal assez long-termiste, finalement, ce qu'elle regarde, y compris sur le plan économique, c'est quelle est sa capacité à financer le futur. Et donc, on finance le futur. Et donc, il y a un certain rythme qu'on identifie, qui est le rythme d'un futur souhaitable. Je crois qu'il y a un institut qui s'appelle l'Institut des futurs souhaitables. On a un rythme qu'on identifie, qui est celui du futur souhaitable et possible de la transformation industrielle. Et donc, les gens qui se transforment à ce rythme-là, ce sont ceux-là qu'idéalement, on doit financer. Ce qui ne nous empêche pas aussi de devoir avoir l'écoute des acteurs nouveaux, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs nouveaux qui arrivent avec des solutions nouvelles, et il faut aussi que la banque s'acclimate très vite à ces acteurs nouveaux. Par exemple, on a aidé Voltalia à lever 490 millions d'euros récemment. Il y a une entreprise qui s'appelle Insect et qui travaille à partir des protéines d'insectes, et ça a une influence environnementale directe, et on les a aidés à lever 125 millions d'euros. Il y a en permanence, on découvre des acteurs nouveaux, des acteurs différents, et il faut aussi qu'on soit capable d'accompagner la très forte croissance de ces acteurs que va entraîner la transition. Qu'ils aient des solutions complètement nouvelles comme Insect, ou des solutions classiques mais qu'on passe à l'échelle, type par exemple Voltalia. Alors, peut-être Cécile Cabanis, pour conclure, si on peut dire un peu ces échanges, il nous reste 2 minutes. On a longtemps opposé le vice et la vertu, un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à dépasser, comme vous le disiez, cette question? Et donc, comment on y arrive à ce moment-là? En liant la performance économique, financière, qui est quand même ce que vous devez comme rentabilité, à la performance environnementale, climatique et ou sociale. Encore une fois, c'est vraiment, vous pouvez le regarder, parce qu'à un moment, tout revient à de la valeur. Les risques, à un moment, se matérialisent. S'ils se matérialisent, c'est une valeur sur le PNL. Donc, vous pouvez très bien voir, en ne faisant pas ou en ne regardant pas les critères extra-financiers, la feuille de route qui est de transformation, que votre entreprise, à la fin, elle aura plus de banquiers puisque BNP les financera plus de talents parce que les jeunes, ils voudront pas y aller, et plus de clients parce que tout le monde doit décarboner. Donc, en fait, il faut vraiment qu'on y aille en même temps. Un petit mot sur la réglementation. Parce que c'est vrai qu'on est arrivé, il y a énormément de bruit, c'est absolument pas clair. Je pense que l'intention était plutôt bonne, l'exécution est très mauvaise, y compris d'avoir mis dans la tête des gens que finalement SFDR c'était un label, alors que c'est uniquement de la disclosure et de la transparence. Et du coup, ça a rendu l'exercice assez... Là, vous parlez des articles 9, 8... Des articles, oui, pardon. Des articles qui sont donc uniquement 8, déclaratifs 9, absolument. Qui conduisent à une accusation de greenwashing généralisée. Enfin, c'est devenu effectivement très, très compliqué. Donc, il faudrait aussi qu'ils travaillent avec... Il y a un grand sujet de confiance des épargnants et du public dans ce qu'on leur dit. Ça, c'est, je pense, oui, dit pas mais assez. Aujourd'hui, il faut que la réglementation, elle travaille avec des gens qui font sur le terrain. Parce que sinon, on passe notre vie à faire des reportings qui n'actionnent absolument pas les bonnes décisions.
Et typiquement, quand vous répondez à tous les index qu'on vous demande, il y a des index, si vous mettez non applicable, ça vous compte 0. Vous vous retrouvez dernier alors que vous êtes plutôt bon. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous faire une idée en lisant les index ou en lisant du reporting. Donc c'est vraiment un dialogue et c'est vraiment travailler ensemble pour être coordonnés sur qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui va générer de l'impact. Et nous, du coup, on a notre méthodo et on dit voilà ce qu'on vous dit qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire et vous nous paierez là-dessus, quoi. Antoine Cyr, il y aura tout à l'heure Lucie Pinson, que peut-être est déjà arrivée, que je salue, de Reclaim Finance. Donc peut-être un échange à distance, en attendant de vous réunir peut-être un jour tous les deux dans un même débat. Est-ce que vous pouvez donner quelques dates sur quand est-ce que BNP Paribas, que vous définissez comme leader dans la finance verte et responsable, sera sorti du charbon? Je crois que c'est quasiment fait. C'est résiduel, vous me disiez. Sorti du gaz, sorti du pétrole. Ouais, sorti du charbon, on est sorti du charbon. Il reste la trace d'engagements anciens qui sont en train d'arriver à maturité. Et donc aujourd'hui, on est complètement sorti. Sur l'exploration-production pétrolière, on a pris un engagement qui est extrêmement fort, d'être sorti en 2030, ou plus exactement d'avoir encore une exposition résiduelle de 5 à 1 milliard, c'est ça? Voilà, passer de 5 à 1 milliard. C'est un engagement qui est très fort et surtout, on va annoncer dans quelques jours quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour l'atteindre. Et clairement, cela illustre ce que je disais tout à l'heure, qui est que quand on prend un engagement, on prend aussi immédiatement les décisions qui nous permettent opérationnellement d'être certains d'atteindre l'engagement et donc de l'atteindre vite, graduellement, et pas en procrastinant et en se disant 2 heures avant, tiens, c'est l'heure de l'engagement, essayons de l'atteindre. Non, c'est pas du tout comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire que quand on prend un engagement aussi fort que celui-là, on a dès le départ dans les tuyaux toutes les décisions qui font qu'on est certain de l'atteindre. Mais je sais que Lucie Pinson, et de façon tout à fait légitime, s'inquiète aussi sur la capacité et l'ambition des banques à financer réellement le renouvelable. Et c'est effectivement... Alors je lui confirme que c'est quelque chose qui demande un effort, qui demande une transformation qui est importante, parce que ça veut dire que la façon dont travaillent vos équipes de risque, le réseau de vos équipes commerciales, la façon dont vous analysez les durées, dont vous analysez tout ce que vous devez analyser, tout ça se transforme, et donc cette transformation, elle est en cours. On l'a entrepris de longue main, ce qui fait que c'est en train d'accélérer très fort. Et bien entendu, on a pris un engagement qui est notre engagement, mais on a bien l'intention, en termes de développement, d'aller bien au-delà de cet engagement. Merci beaucoup. Peut-être un tout dernier mot à vous, Pierre-André de Chalandard, et on clôture cette première session sur finalement le point de vue de l'industriel. Vous avez l'impression qu'on va sortir de cette économie carbonée? Oui, je pense que l'ensemble du monde économique... Malgré la guerre, oui, la guerre, ça va être un accélérateur. Ça retarde à court terme, mais ça va être un accélérateur. On le voit bien dans les décisions qui sont en train d'être prises. Non, le sujet, c'est qu'on a tous des feuilles de route zéro carbone à horizon 2030, 2040, 2050. Elles sont à peu près toutes subordonnées à des décisions de politique publique des gouvernements qui ne sont pas toutes prises. Donc, moi, je dirais que sur ces sujets-là, là où ça risque de coincer, c'est du point de vue de l'action des gouvernements. Eh bien, mais le monde de l'économie est parti. On les attend de pied ferme. En tout cas, merci d'avoir partagé l'économie avec moi et pour la tribune, à tous les trois. Je passe la parole dans quelques instants à Ingrid Labuzan qui va recevoir Pascal Demurger, le directeur général de la Maïf. Merci beaucoup.